Aujourd'hui, nous nous situons aux environs, disons, de 1400-1450, pour en fait aborder le problème fondamental par lequel nous allons pénétrer de plein pied et dès la semaine prochaine dans la Renaissance, c'est cette longue formulation de près d'un demi-siècle au cours duquel l'Occident, mais surtout l'Italie et surtout Florence, l'Occident est passé de ce qu'on pourrait appeler une civilisation médiévale à la civilisation de la Renaissance, ou si vous préférez, d'une vision, ou je dirais d'un œil médiéval à l'œil à proprement parler renaissant. Alors c'est un assez gros sujet que nous avons bien entendu, mais vous savez que comme d'habitude, nous allons commencer par le document qui est notre fil conducteur. Celui d'aujourd'hui, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture italienne, vous le savez sans doute, puisqu'il s'agit d'une des batailles de Paolo Uccello. Alors, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la première Renaissance, signé Paolo Uccello, vous le reconnaissez sans doute, il s'agit de la bataille de San Romano, c'est-à-dire justement de l'une de ces innombrables batailles qui ont marqué en fait le début de la Renaissance, sur le plan historique bien sûr, en Italie. Florence, à ce moment-là, était en lutte avec de multiples cités, en particulier avec Sienne et Gênes, et à l'occasion de l'un des triomphes, entre guillemets, de Florence, les Médicis, et pour être exact, Laurent de Médicis, dont nous reparlerons, vous l'imaginez bien, Laurent de Médicis donc a commandé pour son palais, et même, dit-on, pour sa chambre à coucher, un ensemble de 3 compositions épiques, peut-être les premières du genre dans notre histoire de l'Occident moderne, donc compositions épiques qui immortalisent le succès des armes florentines en terre d'Italie. Comme nous reviendrons tout à l'heure dans un petit chapitre sur Paolo Uccello, je me permets d'utiliser ça que comme frontispice, et donc nous repartons de plein pied. Lorsqu'on parle d'Uccello, en règle générale, c'est pour parler de perspective, puisque vous savez qu'il est l'inventeur, dit-on, ou en tout cas le premier utilisateur d'une perspective codifiée. Or, ce soir, je ne vais pas du tout vous parler de perspective, pour une simple et bonne raison, c'est que la semaine prochaine, nous avons un cours sur la perspective et son application dans le domaine des arts plastiques en 1450, à propos d'ailleurs d'un peintre que j'introduirai ce soir, c'est Piero della Francesca, mais surtout à propos d'un art qui me paraît être un des arts les plus déterminants qui soit dans la civilisation de la Renaissance, c'est l'art de la marqueterie. Et nous verrons ces grands chefs-d'œuvre de cycle de marqueterie que sont par exemple le studio de Frédéric de Montefeltro à Urbain, les marqueteries du chœur de Santa Maria in Organo à Vérone, etc., etc. Ce sera, je crois, une des très belles de nos 15 leçons, parce que ce sont des chefs-d'œuvre peut-être un tout petit peu moins connus que d'autres que j'ai l'occasion de vous présenter. Donc ce soir, il ne s'agit pas de perspective. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Mais il s'agit d'appréhender ensemble et surtout de tenter de définir ensemble la nouvelle conception de l'espace qui me paraît être l'invention même de la Renaissance. Parce que voyez-vous, quand on dit la Renaissance a inventé la perspective, ou la Renaissance a inventé l'espace élargi, ou la Renaissance a inventé, que sais-je encore, la mathématique dans la composition d'un tableau, ça me paraît être des champs d'application, si vous le voulez, de la technique, et même dire, si vous préférez, de la cuisine, qui cache en fait le vrai problème, et le vrai problème c'est que la Renaissance a inventé une nouvelle définition de l'espace, mais pas seulement l'espace perspective, l'espace en général. Et c'est cet espace en général que j'aimerais vous montrer dans son évolution aujourd'hui, depuis la fin du XIVe jusqu'à la première moitié du XVe. Donc on va voir ensemble cette nouvelle définition de l'espace et cette nouvelle situation, d'ailleurs privilégiée, que l'homme de la Renaissance a accordée à la figure humaine dans l'espace. Donc au fond, on va définir ensemble une sorte de récit plastique, ou si vous le préférez, de récit esthétique, dont la norme de base est la figure humaine. Vous voyez, elle arrive quand même. L'humanisme, je lâche le mot, l'humanisme, c'est encore une fois l'un des moyens, si vous préférez, l'un des véhicules par laquelle l'homme de la Renaissance, l'artiste de la Renaissance, va définir les normes, ou le code, si vous le voulez, du beau. Alors pour vous montrer que la préoccupation fondamentale, c'est la définition d'un espace, et que cet espace est basé sur les normes de la figure humaine, j'ai trouvé un dessin fabuleux. Voilà, le dessin qu'il me fallait, à croire que je l'ai inventé ou que je l'ai fait, mais je n'ai pas ce talent-là, je vous assure.
Ce dessin est dû à un artiste peu connu, parce que c'est plus un théoricien proprement parlé qu'un grand peintre ou un grand ornemaniste. Il s'appelle Francesco di Giorgio. Et dans une série de feuillets, on ne peut pas appeler ça un traité quand même, dans une série de feuillets qu'il a consacrés à la définition de l'espace, comme par hasard, il a illustré ses propos de ce dessin-ci. Alors voilà, ce dessin, c'est exactement ce que j'essayais par des mots tout à l'heure, et peut-être un peu maladroitement, de vous donner comme le fil conducteur de ce soir. La Renaissance établit un espace, qu'il soit architectural, qu'il soit plastique dans le champ d'une peinture, qu'il soit ce que vous voulez. La Renaissance établit un espace dont l'homme est la norme, le code, et on pourrait dire le nombre. Je n'ai pas dit encore nombre d'or, ça va venir, mais disons l'homme est le nombre. Et c'est exactement ce que vous montre ce dessin, où vous le voyez, le plan idéal d'une église idéale reprend et comprend absolument une figure humaine où, comme vous le voyez, la tête occupe l'abside principale, les bras s'étendent sur le narthex, les jambes se développant sur la grande nef. Voilà très exactement, mais non pas sur le plan de l'architecture, sur celui de la peinture, ce que sera mon sujet de ce soir. Vous montrer cette nouvelle mise en nombre de l'espace à la Renaissance. Vous savez sans doute que notre culture occidentale, depuis des milliers d'années, définit un espace plastique de façon quotidienne. Je veux dire, tous les peintres égyptiens, tous les peintres sumériens, tous les peintres grecs de vases ou de grandes compositions, hélas, disparus, tous les peintres byzantins, romans, gothiques ou que sais-je encore, tous les peintres font quotidiennement, journellement appel à une définition de l'espace. Car naturellement, pour raconter une histoire, il faut mettre cette histoire dans l'espace, justement, et cet espace a évolué, bien entendu, de civilisation en civilisation. On a l'espace qu'on mérite, ou plus exactement, on codifie un espace selon ce que l'on veut dire, selon le message que l'on a apporté. Une civilisation aussi hiératique que l'égyptienne a créé un espace hiératique ramené à deux plans, interdisant, si vous le voulez, toute spéculation plastique. Les Grecs, au contraire, qui justement ont inventé la spéculation, ont du coup inventé les plans successifs permettant des degrés de narration différents, pour ne vous donner que deux exemples, égyptiens et grecs. Autrement dit, chaque civilisation, chaque siècle, chaque école même, pourrait-on dire, définit l'espace dont il a besoin. Mais ce qu'on peut dire de façon générique et générale, peut-être même un petit peu trop générale, mais tant pis, c'est que l'homme de la Renaissance, l'homme de l'Occident a utilisé presque jusqu'à la Renaissance et depuis l'aube des temps, c'est-à-dire depuis Lascaux, un espace qui est un espace intellectuel, un espace dont la narration est basée sur une grammaire intellectuelle. Je veux dire par là que, ayant vécu des civilisations dont les dieux étaient infiniment hiératiques, ayant vécu des civilisations qui étaient des civilisations dogmatiques, l'artiste occidental a traduit ces dogmes dans un espace qui lui-même est un espace dogmatique. On raconte une histoire avec la scansion d'un hymne, ou si vous le préférez, avec la scansion d'un dogme. Voilà ce qui est en fait la base même de notre plastique occidentale. Et, en fait, l'homme de la Renaissance va inventer la superposition à cet espace intellectuel qui a régné jusqu'à la fin de la période gothique d'un espace sensible basé sur les pouvoirs d'appréhension de l'humain, c'est-à-dire l'œil, avec tout ce qu'il peut avoir de flou, tout ce qu'il peut avoir de spéculatif, tout ce qu'il peut connaître et définir, mais tout ce qu'il se sent le droit aussi d'ignorer et de laisser de côté. L'homme de la Renaissance a substitué au langage de l'esprit dicté par les dieux le langage de l'œil dicté par l'organe humain, ou si vous le voulez, par l'ensemble des organes humains. Ça vous a l'air un petit peu compliqué pour l'instant peut-être, j'espère quand même que c'est assez clair parce que c'est tout de même une idée que j'ai développée assez souvent je crois, mais comme d'habitude on va voir ça par l'image si vous voulez bien. Pendant 17 000 ans ou presque, l'homme a vécu sur cet espace dicté par les dieux. Depuis 1400, il va vivre sur l'espace dicté par ses sens. Autrement dit, l'homme va se substituer à la loi des dieux. Et je vous disais maintenant, je vous en montre, j'espère, une sorte de
preuve, on va tenter ensemble une sorte de preuve. Alors je pense que tout le monde reconnaît, nous sommes à Vérone, nous sommes devant l'église Saint-Zénon et nous sommes au pied des portes fameuses. Portes fameuses en ce sens que vous savez, elles racontent, panneau par panneau, coulés dans le bronze, les histoires de l'Ancien Testament, les histoires du Nouveau Testament et les histoires des saints patrons de l'église. Or, ce qui me paraît extrêmement intéressant de voir lorsqu'on s'en approche, c'est que véritablement, chacune de ces histoires forme, si j'ose dire, un tout en soi. Chacune est une sorte de moment de ce grand rituel plastique que l'artiste a cherché à mettre en œuvre. Il n'y a pas de perméabilité d'un monde à l'autre, c'est-à-dire d'un panneau à l'autre, ou si vous préférez d'un caisson à l'autre. Tous ces caissons, en fait, s'articulent selon une scansion qui a son rythme propre et selon une histoire qui a son rythme propre. En cela même, l'artiste, anonyme d'ailleurs, mais certainement d'origine ou en tout cas d'influence allemande et vraisemblablement rhénane, mais travaillant en terre d'Italie, toujours est-il, l'artiste obéit à cet espace dogmatique dont je vous parlais tout à l'heure. Chaque moment du dogme compose, si vous le voulez, chaque moment de la porte, donc chacun des panneaux de la porte. Et ce mode de narration, en fait, va se retrouver à travers tout notre Occident, je le répète, byzantin, roman et gothique. Nous étions, disons, au terme de l'art roman avec les portes de Saint-Zénon. Nous sommes presque aux portes de l'art gothique avec l'œuvre que vous l'avez sous les yeux, les gigantesques portes du dôme de Montréal en Sicile. Ne serait-ce d'ailleurs que pour vous montrer qu'une fois de plus, la fragmentation d'un espace en caisson raconte à chaque fois un moment de ce rituel qu'est l'histoire de l'Ancien, puis l'histoire du Nouveau Testament. Or, moins de 2 siècles plus tard, lorsqu'on prend toujours une porte, et celle-là tout le monde la connaît, je pense, c'est la fameuse porte dite du paradis du baptistère de Florence, du Ghiberti. Lorsqu'on passe donc d'une œuvre médiévale à une œuvre renaissante, et cette œuvre-là est l'un des manifestes même de la Renaissance, on se rend compte que Ghiberti a eu ce génie fondamental. Le terrain lui était préparé par les artistes dont nous parlerons ce soir, c'est une évidence. Je ne veux pas minimiser son mérite, mais je ne veux pas non plus vous faire croire que Ghiberti s'est réveillé génial un matin, n'est-ce pas quand même? Alors, lorsqu'on regarde ces portes attentivement, on se rend compte que, pour la première fois peut-être, dans une œuvre aussi gigantesque que 2 vantaux de portes, en l'occurrence en bronze doré, l'artiste a créé des perméabilités de récit d'un panneau à l'autre. C'est-à-dire que la composition même, l'architecture telle qu'elle est emblématisée par chacune de ces utilités que vous avez ici, répond d'un ventail à l'autre, crée un lien et un dialogue d'un ventail à l'autre, et donc que nous n'avons plus un récit scandé, comme à Saint-Zénon-de-Vérone ou comme au Dôme de Montréal, mais nous avons un récit suivi, une sorte de grande mélodie, ou si vous le préférez même, une sorte de grande mélopée, mais qui raconte pourtant toujours les mêmes histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est cet espace continu, si vous le voulez. Je dirais que c'est l'espace du discours, ou même mieux, l'espace de l'œil, qui me paraît faire la nouveauté de cette œuvre, et du coup, me la faire classer dans la Renaissance, et non plus, si vous le voulez, dans ces temps emblématiques qui ont précédé la Renaissance. Donc ce que j'affirme au point où nous en sommes, c'est que la Renaissance n'est pas seulement une réaction de progrès face au Moyen-Âge, ce qui serait d'ailleurs parfaitement injuste et grotesque comme définition, c'est simplement une nouvelle conception et une nouvelle définition de toutes les données du récit telles qu'elles étaient connues en Occident, non seulement depuis le Moyen-Âge, mais depuis véritablement l'aube des temps, quasiment depuis les grottes de Lascaux. Alors vous voyez que ça élargit, je crois, les découvertes de la Renaissance à leur vraie mesure. Ceci, jusqu'à présent, n'était somme toute qu'une introduction. Maintenant, nous allons reprendre tout cela et, du coup, découvrir ces artistes successivement, Giotto, Masaccio, Uccello et Piero della Francesca, qui sont mes sujets de ce soir. Point 1. Héritier de Byzance, qui héritait de l'Antiquité, qui héritait en fait de la proto et de la préhistoire, le Moyen-Âge roman et gothique a privilégié dans la création esthétique une lecture que j'appellerais intellectuelle, en ce sens qu'elle est
emblématique et rituel. C'est au fond l'emblème d'un récit, ou le rite d'un récit, qui est la norme esthétique de toute création médiévale. Alors, ce point étant affirmé, maintenant je vous montre ce que j'entends par là. Je me permets de revenir à Saint-Zénon de Vérone, ça me paraissait une occasion de mieux vous montrer cette porte, donc de vous donner envie d'y aller voir, mais en même temps, il me semblait que ça donnait peut-être plus de cohérence à mon récit. Alors juste pour entrer en matière, je vous montre l'un des marteaux de porte, enfin, c'est un des passages plastiques de l'ensemble qui, personnellement, me transporte le plus, cette espèce de tête de géant en bronze, qui servait à l'époque de marteau, puisqu'il contenait une énorme boucle, aujourd'hui disparue. Mais bien sûr, ce n'est pas de marteau de porte que je veux vous parler, mais de porte. Les portes de Saint-Zénon. Les portes de Saint-Zénon, vous le savez sans doute parce que je l'ai dit, n'est-ce pas, tout à l'heure, racontent aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, mais aussi bien aussi l'histoire des saints patrons de l'église même de Saint-Zénon, et donc en particulier l'histoire de Saint-Zénon. Ces panneaux, exécutés chacun pour soi comme un moment de cette scansion rituelle héritée, nous l'avons vu, du Moyen-Âge de Byzance et au-delà de l'Antiquité, cette scansion rituelle fait qu'en fait, chacun de ces panneaux est un tout en soi, je l'ai déjà dit. Cela a amené d'ailleurs l'artiste à ne pas clouer ces panneaux selon un ordre chronologique, mais selon un très curieux ordre plastique qui semble montrer que le fidèle qui lisait cette porte avait assez dans la tête et dans l'esprit cette sorte de scansion intérieure, privilégiant chaque morceau pour lui-même et pas par rapport à ses voisins, pour rétablir un ordre logique. Ainsi, par exemple, à propos d'Ancien Testament, voilà un des moments fondamentaux, c'est-à-dire un des plus beaux panneaux, c'est Adam et Ève chassés du paradis par l'ange, un ange qui a presque l'air coupable, comme vous pouvez voir d'ailleurs. D'ailleurs, Adam et Ève aussi, comme vous voyez, ils utilisent ce fameux chou-fleur rituel qui leur tient lieu de pudeur et par là même de feuilles de vigne. Autre moment, puisqu'il s'agit surtout de vous montrer, toujours tiré de l'Ancien Testament, cette admirable arche de Noé. Voilà Noé préparant son arche, et je vous demande de me faire la grâce de garder dans votre coin de rétine gauche ceci, parce que dans quelques instants vous allez découvrir le même sujet mais traité par Paolo Uccello. Cela vous montrera cette révolution du récit qu'a accompli la Renaissance de façon encore plus probante que tout ce que je vous dis. Alors regardez, ici, dans ce champ-là, l'artiste s'est ingénié à ce que, littéralement, toute l'arche occupe le champ plastique, l'immobilisant, et par là même lui donnant ce cadre de définitif qui est le sien. Dans les marges justes, il y a Noé dans un coin, les petites bêtes dans l'autre, en train de monter, c'est d'ailleurs ce beau mouvement dynamique en diagonale, pour prendre leur place dans l'arche. Mais je veux dire que l'artiste, toujours anonyme, a donc créé véritablement dans son panneau une occupation si plénière de l'espace qu'elle sonne un peu comme un accord, si vous le voulez, en musique. Il n'y a pas de place pour le dynamisme d'une phrase musicale, tout est dit dans cet accord fondamental que l'artiste nous propose ici. Autre exemple, toujours tiré de scènes de l'Ancien Testament, et ça c'est peut-être la plus belle, c'est la danse de Salomé. Et vous voyez qu'en effet, dans une composition cette fois-ci toute en une grande horizontale, la table où siège Hérode, vous avez au bas une figure extraordinairement dramatisée par l'acrobatie de sa danse, c'est Salomé, en train donc de séduire et par là même de remporter la tête de Saint Jean-Baptiste. D'ailleurs, vous la découvrez ici à droite, danse finie, toute contente, ramenant son trophée dans sa chambre. Elle a donc ici la tête décollée de Saint Jean-Baptiste. Autre exemple encore, j'essaye de vous en montrer, je ne dis pas le plus possible, mais enfin quelques-uns tout au moins. Une des parties tirées, cette fois-ci, non plus de l'Ancien Testament, mais de la vie des saints patrons, c'est la guérison d'une possédée par Saint Zénon. Je voulais vous montrer en effet que occuper un champ spatial ne veut pas forcément dire créer un art immobile et hiératique. On peut l'occuper avec un dynamisme étourdissant, comme par exemple ici, vous voyez, le saint et son diacre forment comme les colonnes de ce temple qu'est le champ plastique du panneau, mais à l'intérieur, l'artiste a osé cette sorte de grand arc de cercle tendu qu'est le corps de la possédée, de façon à créer à l'intérieur même du champ
si vous voulez, limité par les deux personnages des marges, de façon à créer donc ce mouvement dramatique qui permet au démon ici de s'échapper. Et vraiment, dans chacun des panneaux de Saint-Zénon, vous retrouvez cette sorte d'aventure de l'œil de façon absolument extraordinaire. Vous venez de voir quelques panneaux très tendus dramatiquement, depuis la danse de Salomé jusqu'à cet exorcisme que nous venons de quitter. Je voulais vous en montrer un beaucoup plus silencieux et beaucoup plus immobile, presque japonais, je trouve. C'est un peu ridicule ce que je dis, mais vous me comprenez, j'espère. C'est simplement les Véronais essayant de faire revenir Zénon, ermite, à leur ville pour la sauver de la peste. Alors vous voyez que tout l'isolement de l'ermite a été montré par l'artiste avec ce très très grand champ vide que vous avez dans la composition, où se perdent véritablement les deux émissaires de la cité à droite. Me semble-t-il aussi l'un des très 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 beaux panneaux de la porte. Ancien Testament, Nouveau Testament, histoire des saints, mais aussi quelques figures, appelons-les allégoriques, comme par exemple ceci qui doit appartenir, semble-t-il, à un cycle des travaux et des jours, c'est le char de foin que vous avez là. Un panneau qui a de graves manques, comme vous pouvez le voir sur la droite, mais qui néanmoins, dans l'invention de son mouvement, me paraît être tout à fait extraordinaire. Alors je l'utilise en conclusion, et avant de passer à mon point 2, simplement pour vous dire, je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que jusqu'à la Renaissance, on n'a créé que des œuvres immobiles. On a créé des œuvres fabuleusement dynamiques, comme celle que vous avez sous les yeux, comme la guérison de la possédée que nous avons quittée il y a un instant. Ce que je dis simplement, c'est que ce mouvement même, si tendu et si dramatique soit-il, s'inscrit toujours dans les normes d'un chant préfixé par l'esprit. Et ce chant, c'est naturellement le chant même plastique dans lequel la composition s'inscrit. Point 2. Dès l'aube du XIVe siècle, car c'est à ce moment-là qu'en fait le mouvement s'amorce. Dès l'aube du XIVe siècle, tout va changer. Et j'insiste bien sur mon aube du XIVe siècle parce qu'on a tellement l'habitude de dire le discours plastique changera avec la Renaissance et la Renaissance c'est le XVe siècle que du coup on méconnaît complètement un siècle qui était un siècle fabuleux au point de vue de l'élaboration du monde nouveau, c'est ce fameux XIVe siècle qui est au fond le creuset dans lequel la Renaissance va préparer son éclosion. Donc, dès l'aube du XIVe siècle, disais-je, un tournant décisif, absolument décisif, se manifeste. L'espace, jusqu'alors contingenté par le rite et le dogme, va devenir un espace narratif. Au lieu de montrer les choses telles qu'elles sont dictées par Dieu, on va raconter les choses telles que les témoins de Dieu les ont ressenties. L'art de dogme qu'il était va devenir témoignage, et ça c'est extrêmement important. L'artiste par excellence, qui n'est pas le seul, mais il est le premier, l'artiste par excellence qui opère cette révolution extraordinaire, la création d'un espace narratif, c'est Giotto. Et nous allons parler, bien entendu, de Giotto maintenant. J'ai naturellement absolument pas le temps de vous raconter sa vie, d'ailleurs je crois que c'est pas très important. Je rappelle peut-être simplement que le nom de Giotto est, comme la plupart des noms des créateurs de la Renaissance, un surnom. Vous savez qu'il s'appelait vraisemblablement Ambrogio. Vous savez qu'il est né à Colle di Vespi, aux environs de 1267. Vous savez sans doute qu'il est mort à Florence en 1337. Je tiens à préciser, disons, que vous allez trouver régulièrement dans les biographies de Giotto, et notamment celles qui sont très près de lui, je ne dis pas celles de ses contemporains, mais celles de juste après, que parce que Giotto était de très humbles conditions, parce qu'il avait gardé des chèvres dans sa jeunesse, il a eu cette humilité, cette simplicité de récit qui font de lui un peintre terrien. Donc, faites très attention à cette fameuse légende de l'humilité de Giotto, c'est véritablement et de façon définitive une légende. Nous savons en effet que tout jeune, il est entré dans l'atelier d'un des plus grands peintres de son temps, et qu'on est bien loin des chèvres. Le peintre, c'était Cimabue, que vous connaissez certainement. Il a appris son métier avec Cimabue, et lorsqu'il a été, au fond, libéré par Cimabue, il s'est mis à travailler pour lui-même, comme le voulait l'habitude de l'époque, se promenant à travers toute l'Italie du temps. C'est encore un de ces artistes, appelons-les itinérants. La Renaissance inventera de fixer les artistes, mais lui, c'est encore, dans la tradition médiévale, un artiste itinérant. Nous le retrouvons, vous le savez, à Assise au début, à la
fameuse basilique Saint-François. Nous le retrouvons ensuite à Rome, à Saint-Jean-de-Latran. Nous le retrouvons ensuite à Padoue, c'est d'ailleurs là que vous allez le voir tout à l'heure, à la chapelle Scrovegni. Nous le retrouvons ensuite à Florence, à Santa Croce, entre autres. Mais nous savons aussi qu'il a passé par Avignon, Naples, Bologne et même Milan. De toute façon, arrivé au terme de sa vie, cet homme-là était connu, et sa mémoire s'est conservée, comme véritablement l'un des plus grands révolutionnaires de la peinture. C'était presque le, ça va vous paraître un peu bizarre, c'était presque le Picasso de son temps. Il choquait autant qu'il enthousiasmait. Et les témoignages sont absolument extraordinaires. J'ai cité Vasari tout à l'heure pour vous dire l'homme qui a inventé la légende du petit chevrier. Mais il y a eu aussi son contemporain, Dante, qui avait pour Giotto une forme de tendresse extraordinaire et qui en parle. Il y a eu Boccace. Il y a même eu le plus difficile des plus difficiles, un peu plus tard, c'est Léonard de Vinci, qui en fait s'attendrit lui aussi sur Giotto et en fait l'inventeur en fait de la peinture moderne. Alors plutôt que de vous montrer un peu tout Giotto, j'aimerais vous montrer quelques exemples tirés d'une œuvre. Et cette œuvre, c'est certainement son œuvre majeure, c'est la fameuse chapelle Scrovegni de l'Arena à Padoue. Alors je pense qu'il faut que je vous raconte en deux mots comment cette œuvre fabuleuse est née. Il y avait à Padoue un monsieur qui avait beaucoup d'argent, heureusement pour lui. Il s'appelait Enrico Scrovegni, famille de marchands ayant versé depuis peu dans la finance. Enrico Scrovegni était un homme à l'époque, nous sommes aux environs de 1300 à peu près, c'était un homme riche, intègre et honnête. Si j'ose dire, c'est pas sa faute. Intègre et honnête, oui, ça c'est sa faute. Riche, c'était la faute de son père. Et son père avait accumulé son argent si mal qu'il avait en fait, il était mort quasiment, mais aux portes de l'enfer. Et d'ailleurs, preuve que c'était de notoriété publique, Dante avait placé ce fameux père, Ruggiero Scrovegni, dans l'enfer des usuriers. Il s'agissait donc pour Enrico de redorer le blason en créant une œuvre expiatoire à la mémoire de son usurier de père. Eh bien, il achète le terrain de l'Arena de Padoue, il y fait construire une église qu'il fait décorer par un jeune peintre dont on parle beaucoup parce que c'est le peintre qui monte, et ce peintre, c'est Ambrogio di Bondone, qu'on commence déjà à cette époque-là à appeler Giotto. Il lui commande le programme, il faut qu'il y ait un jugement dernier, comme ça on pourra peut-être glisser le père plutôt du côté des gentils que du côté des réprouvés, qui sait. Il y aura un jugement dernier, mais tout doit être en fait consacré aux deux vies de Marie et du Christ, c'est-à-dire par excellence les vies de grâce et de don de soi. Là aussi, certainement, une façon de racheter, de racheter la vie même du Père. L'église a été terminée et en fait consacrée le 25 mars 1305. Et ce jour-là, les Padouans, la critique d'art padouane, en plus des fidèles, a découvert pour la première fois l'œuvre peut-être la plus révolutionnaire du monde à l'époque. Alors, nous allons à notre tour découvrir la révolution de Giotto. Au centre de tout, donc, ce gigantesque jugement dernier dont je parlais tout à l'heure, avec bien entendu un Christ dans sa bandole, dans la grande tradition médiévale, ça va de soi, et puis, sur les deux bas-côtés, toute une succession de registres racontant de façon suivie d'ailleurs la vie de Marie, auquel 13 compositions sont consacrées, et la vie du Christ, auquel 25 compositions sont consacrées. Il y a en plus de cela des évangélistes, il y a en plus de ça les vices et les vertus, mais disons, je vous parle d'une ère moteur de la composition, et nous allons maintenant la regarder ou la suivre ensemble. Je n'ai naturellement pas classé mes panneaux dans l'ordre de l'histoire, parce que j'imagine que et la vie de Marie et la vie du Christ vous sont assez familières, mais plutôt, disons, dans l'évolution du récit plastique tel que Giotto le définit et, j'ose dire, l'invente. Ainsi ici, ceci c'est l'annonce faite à Sainte Anne. C'est pas l'annonciation, hein, c'est l'annonce de la naissance de la Vierge. Dans l'annonce faite à Sainte Anne, Giotto obéit encore aux parfaites conventions d'un médiévalisme reconnu. Pour nous montrer la scène, il
il la situe bien sûr dans la maison de Sainte-Anne, mais il ouvre la maison de Sainte-Anne comme un décor de mystère, ou si vous préférez, comme un décor de théâtre. Ou même, je dirais, vu cette sorte de dédoublement de la scène, presque comme un décor de nos japonais. Je ne sais pas pourquoi j'ai le Japon dans la tête ce soir, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a vraiment deux scènes différentes. Celle qui nous montre que la vie terrestre continue, le quotidien continue avec la servante qui file, et de l'autre côté, le miracle à proprement parler, c'est-à-dire Sainte-Anne, qui a la révélation de cet ange qui, vous voyez, se pousse bon an mal an comme il peut dans le quotidien par la petite fenêtre étroite que Giotto lui a aménagée ici, tout au bout de la maison. Cette composition-ci est encore une composition de récit médiéval. Elle obéit, encore une fois, elle obéit à un certain nombre de dogmes que le spectateur peut lire aussi bien que l'artiste les a lus, et ces dogmes sont naturellement des dogmes intellectuels. Il faut intellectuellement admettre qu'une maison n'a que 3 murs et pas 4 pour comprendre cette scène à proprement parler. Mais dans les scènes suivantes, dans celles que je vais vous montrer, vous allez voir que tout change. Il n'y aura plus jamais de convention reconnue, il n'y aura plus jamais, si vous le voulez, de dogme reconnu, mais véritablement l'invention d'un espace qui est de plus en plus naturaliste, bien que j'aime pas beaucoup le mot naturaliste à propos de Giotto, parce qu'il est très au-delà du naturalisme. Néanmoins, Giotto utilise le paysage, l'espace que lui offre le paysage, pour accentuer et dramatiser l'action. Après avoir vu l'annonce faite à Anne, voilà l'annonce faite à Joachim. Alors vous voyez que ici, nous avons Joachim en train de dormir à l'entrée de sa cabane, et vous avez tout en haut l'ange qui lui parle par le biais du rêve. Et vous voyez que Giotto a utilisé le grand portant de la montagne pour créer cette sorte de lien occulte entre l'ange et le personnage qui se trouve là. Mais du coup, il n'a pas utilisé cette diagonale uniquement pour lier l'ange et Joachim, c'est-à-dire le céleste et le terrestre. Il en a profité pour raconter une forme d'histoire, et cette forme d'histoire, c'est la gorge que vous avez au centre de la montagne et dans laquelle pèsent, vous le voyez, les moutons, les chèvres et les troupeaux. Donc, nous commençons à avoir un espace qui est un espace sensible et non plus cet espace de convention dont nous parlions tout à l'heure. Même phénomène exactement avec ce troisième panneau, la résurrection de Lazare, où vous remarquerez qu'il y a 2 masses plastiques. Une extrêmement importante, c'est toute celle de droite avec les personnages qui entourent l'entrée du tombeau. Le tombeau est le cadavre de Lazare. La montagne dans laquelle le tombeau a été creusé. Et vous remarquerez que cette masse, Giotto l'a voulu extrêmement importante au point de vue de la place qu'elle occupe, mais surtout extrêmement dense. Il y a un côté monolithique, il y a un côté pesant même, pourrait-on dire, qui est très dramatisé ici. Pourquoi? Parce qu'il s'agit dans le petit tiers d'espace restant de créer une masse qui ait dramatiquement le même poids. Or, cette masse ne peut pas l'avoir puisqu'elle est composée simplement d'un personnage, c'est le Christ. Mais vous remarquerez que l'accent mis sur le Christ est tel qu'en fait, on se rend compte qu'il se bat non pas contre la mort seulement, la mort de Lazare, mais véritablement contre la montagne, contre le tombeau, contre tous ceux qui sont là, et même contre Lazare lui-même, de façon à créer cette sorte de mouvement dramatique qui est celui du retour à la vie du défunt. Donc là encore, vraiment, la montagne est traitée en espace plastique. Même chose dans la Sainte Seine, où pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'Occident, Vasari l'a dit d'ailleurs, une Sainte Seine ne regroupe pas tous les personnages du même côté de l'action de façon à ce que le spectateur puisse tous les voir, mais audace des audaces pour l'époque, et ça a beaucoup choqué certains, Giotto a tenu à ce que les convives soient à table comme des convives sont à table, c'est-à-dire des 2 côtés de la table, c'est-à-dire qu'il y en a de face et il y en a de dos. Ça ne vous a l'air de rien du tout, parce qu'on est habitué aujourd'hui à bien pire, si j'ose dire. Mais à l'époque, l'idée de représenter ces apôtres de dos, d'autant plus d'ailleurs aussi rocheux que vous les avez là, a énormément surpris et énormément choqué. Vous remarquerez peut-être que Giotto était surpris lui-même. Je vous dis tout de suite en quoi. Regardez l'étrange problème que lui a posé la mise en place des auréoles. Ça m'a toujours beaucoup attendri, parce que alors vraiment... Oui, vraiment, on se demande s'ils n'ont pas mis leur assiette devant le visage, enfin,
il y a nettement une mise en situation, dont je ne dis pas qu'elle est maladroite, ce serait absurde bien entendu, je dis simplement qu'on sent, disons, l'hésitation de Giotto, et pour finir ce parti pris assez étrange d'ailleurs d'une lumière sourdante du milieu même du crâne. Je vous fais remarquer d'ailleurs au passage que un siècle plus tard, cette auréole-là, l'auréole classique, celle qu'on appelle l'auréole byzantine, cédera le pas simplement au petit cercle que l'on porte en flottaison au-dessus de soi. Et cela uniquement parce que les artistes devant, parce qu'ils y tiennent, représenter des seins de dos, de face, de profil, couchés, debout, que sais-je encore, devront bien solutionner un problème que Giotto lui-même n'est pas encore tout à fait en mesure d'assumer. Cela vous le montre bien. Mais regardez donc l'intelligence de cet espace, donc dans la salle même où se tient la scène, vous voyez, pour créer l'illusion même de cet espace tournant, semble-t-il, et par là même pour asseoir la composition tournante de ces personnages, il a juste fixé cette petite colonne ici qui vous montre bien, sensitivement, il y a ici une baie qui s'ouvre sur un toit qui protège tous les personnages. Donc vraiment, et une fois de plus, une composition étonnamment sensible ici. La plus belle, au point de vue de l'invention plastique de toutes les compositions des Scrovegni, c'est certainement, retour en arrière et à la vie de Marie, la fameuse rencontre de Anne et de Joachim, c'est-à-dire la rencontre à la porte d'or. Alors regardez, donc un personnage entre, l'autre personnage sort, et Giotto montre l'élan qui les pousse l'un vers l'autre, cette espèce de révélation qui amène Anne à Joachim et Joachim à Anne. Tout cela est accentué par le pont vous avez là, qui crée une ligne très en tension, et l'arche même de la porte qui crée une deuxième ligne très en tension. Et ces deux tensions se conjuguent pour rapprocher les deux personnages que Giotto a traités de façon si monolithiquement l'un sur l'autre, ou même l'un imbriqué dans l'autre, que, imaginez qu'on cerne les deux visages, ils n'en forment pour ainsi dire plus qu'un, avec, vous le voyez, deux yeux, un nez et une bouche. Très très étrange façon donc de souder les personnages l'un à l'autre, mais surtout très grande révolution en ceci qu'on voit Giotto préoccupé de montrer l'émotion d'Anne et de Joachim et pas simplement le dogme d'Anne, le dogme de Joachim sous la forme de l'emblème d'Anne et l'emblème de Joachim. Il y a vraiment maintenant cette sorte de récit qui est en train de se créer. Et d'ailleurs, Giotto ne le fait pas qu'au niveau des compositions, cette dramatisation, il le fait même au niveau du rendu, puisque peut-être pour la première fois au Scrovegni, on voit véritablement pleurer ceux qui doivent pleurer, souffrir ceux qui doivent souffrir, se réjouir ceux qui doivent se réjouir. Il y a donc, en plus de toutes ces révolutions au niveau même du langage plastique, un ton du langage plastique, un drame du langage plastique qui est d'une extraordinaire nouveauté. Et j'ai piqué pour vous quelques détails de la déposition du Christ qui vous montreront bien dans le dramatisme même des expressions l'étonnante révolution de Giotto. Regardez notamment, on s'assoit une vision un peu générale, disons, ces saintes femmes autour de la Vierge, et puis promenons-nous dans la composition, voilà. Ces différents personnages dont vous remarquerez qu'ils ne sont ni grimaçants, ni affichant le rictus de la douleur, mais ils sont comme épuisés par la douleur. Vous sentez qu'il y a une espèce d'extraordinaire crispation des visages, ici notamment, qui est vraiment le tréfonds de la désespérance. Regardez notamment ici l'œil vissé sur les plaies des pieds du Christ. Cet œil n'a même plus la force de pleurer. Par là même, si vous voulez, Giotto atteint une sorte de paroxysme d'émotion qui est étonnant. La figure certainement la plus étonnante de la composition, c'est justement cette Vierge qui a l'air à la fois d'essayer de rappeler son Christ à la vie, mais en même temps d'assister elle-même, si vous voulez, au propre épuisement de sa propre douleur. Donc il y a, en plus de toutes les innovations que j'ai essayé de vous montrer au niveau du langage de l'espace, de cette utilisation de l'espace, de cette mise en situation de l'espace, il y a vraiment, en plus de cela, cette dramatisation qui me paraît vraiment tout à fait extraordinaire ici. Avant de quitter Giotto, je voulais juste vous montrer, mais alors cette fois-ci non plus au Scrovegni, mais dans un musée, une des compositions peintes sur ce même thème de la mort, où s'exprime, si vous voulez, avec la même dignité, cette douleur assouvie. C'est d'ailleurs l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Giotto, et ce sera un petit peu ma conclusion sur lui, sur l'artiste. C'est la Dormition de la Vierge qui se trouve aujourd'hui au musée de Berlin. Je ne saurais trop vous recommander Berlin comme l'un de vos prochains pèlerinages. Nous allons tout de suite maintenant, après avoir vu donc chez Giotto cette nouvelle définition de l'espace, cette nouvelle
grammaire du récit, nous allons, si vous le voulez bien, passer maintenant ensemble au point 3. Quitter, bien entendu, Padoue et arriver à Florence. Mon point 3 vous parlera de Masaccio, un tout petit peu plus rapidement que nous l'avons fait de Giotto. Car en effet, l'héritage de Giotto, profondément admiré par ses jeunes contemporains, et notamment par les jeunes peintres, et donc naturellement par Masaccio en particulier, l'héritage de Giotto pénétrera dans Florence dès les premières années du XVe siècle. On peut dire qu'à partir de 1400, en gros, ce langage plastique hérité de Giotto est devenu presque traditionnel dans la Florence de l'aube de la Renaissance. Et sans doute aucun, l'un des plus dignes portants de ce nouveau langage plastique, c'est Masaccio, dont je vous rappelle qu'il s'appelle de son prénom Tommaso di Ser Giovanni, Masaccio n'étant en l'occurrence qu'un surnom. Je vous rappelle qu'il est né en 1401, il est né en fait pas très très loin de Florence, disons, à San Giovanni Valdarno, et il est mort à Rome en 1428. Et je vous promets, je ne me trompe pas sur les dates, vous avez fait votre calcul, il a vécu 27 ans et c'est tout. Nous allons voir quelques détails de son chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est bien sûr le cycle de fresques qu'il a entrepris pour la famille Brancacci dans l'église du Carmine à Florence. Les Brancacci, je n'entre pas dans les détails parce qu'en l'occurrence ils sont moins pittoresques que les Scrovegni, les Brancacci sont simplement de richissimes marchands florentins qui ont richissimisé leur richicisme avec la soie à la mode depuis la fin du XIVe siècle. Alors là, ils ont décuplé leur chiffre d'affaires au point que, doutant devant l'Éternel, ils se sont dit qu'il valait mieux s'y prendre assez tôt. Ils ont fait leur chapelle expiatoire de leur vivant. Ils n'ont pas attendu que leur fils la leur fasse. Cette chapelle a été commandée en 1494. Elle a été achevée en 1426. Et elle raconte en particulier l'histoire de Saint Pierre, qui est le saint patron de Pietro Brancacci, l'inaugurateur même de la chapelle. Alors nous allons voir maintenant quelques-uns des détails de cette chapelle Brancacci. Simplement d'ailleurs pour vous dire, Masaccio est très fidèle à la tradition de Giotto et au fond aux inventions de Giotto, simplement il les exprime peut-être avec encore plus de sens du paroxysme. Ainsi, dans un tableau célébrissime montrant Adam et Ève chassés du paradis, il exprime sur Adam et Ève à la fois une tristesse, un désespoir et une peur qui me paraissent très extraordinaires. Voilà pourquoi j'ai choisi ce détail. Pour commencer, vous venez de quitter l'expression de douleur et d'angoisse de la Vierge de Giotto, vous retrouvez la même expression de douleur et d'angoisse, mais comme poussée à son paroxysme, vous disais-je, dans l'Ève de Masaccio. Mais elles sont au fond sœurs l'une de l'autre, et au fond elles font un admirable lien l'une à l'autre. Voilà donc ce fameux panneau de Adam et Ève chassés du paradis. Mais comme je vous l'ai dit, l'essentiel du récit de Masaccio, c'est l'histoire de Pierre, et notamment deux grandes compositions, l'une qui est le tribut de Pierre, la fameuse histoire du passage de l'octroi et du paiement du batelier par le denier retrouvé dans la gorge d'un poisson, et l'autre c'est l'entrée de Pierre à Rome. Alors voilà le moment où Pierre est en train de donner le denier au batelier. Donc je pense que vous pouvez voir dans le monolithisme de Pierre tout l'héritage et tout le respect surtout de Giotto, tel que Masaccio ici le manifeste. Et ce côté rocheux, si vous le voulez, solide et lourd, ancré dans la terre, me paraît tout à fait hérité de ce que vous avez vu tout à l'heure à Padoue. Mais vous remarquerez sans doute que Masaccio, peut-être plus habilement que Giotto, quand même une expérience de près d'un siècle de l'un à l'autre, Masaccio utilise ici les portants de l'architecture pour mieux asseoir encore ses personnages. Vous voyez, le batelier qui est beaucoup plus fragile dans sa composition se détache sur un mur nu qui le rend lui-même d'autant plus fragile. Cependant que Pierre, qui doit exprimer toute la volonté et même en même temps, disons bien, toute la colère dont Pierre est capable, et Dieu sait si vous savez s'il en était capable, Pierre donc est inscrit dans cette grande arche qui à la fois le magnifie, l'exalte et le sublime dans sa force et dans son poids même. Donc il y a une utilisation de l'architecture par rapport à la nature des deux personnages qui est certainement plus subtile qu'elle l'était tout à l'heure chez Giotto.
De même d'ailleurs dans ce deuxième détail que je vous montre ici, l'entrée de Pierre à Rome et la guérison miraculeuse des malades. Eh bien regardez de nouveau combien et le personnage de Pierre et les autres personnages sont traités de façon à ce que implacablement la marche du saint, une sorte de marche triomphale pourrait-on dire, dans la ville, s'exprime comme une conquête véritablement. Vous voyez, je pense que l'architecture de nouveau et cette scansion très rythmée de l'architecture donne presque l'illusion qu'on entend les bruits des pas. Vous remarquez, c'est traité presque comme des barres de mesure, comme si véritablement on sentait la marche même du saint. Je pourrais vous montrer 1000 autres détails, mais comme j'utilisais Masaccio principalement pour vous montrer l'exaltation du giotisme dans les premières années du XVe, j'en resterai là, ou presque, car je vais de nouveau vous montrer un petit chef-d'œuvre. C'est l'un des assez rares panneaux sur bois que l'on conserve de Masaccio. C'est la prédelle d'un grand polyptyque qui est la Vierge à l'Enfant qu'il avait fait pour la ville de Pise. Ce polyptyque a été naturellement démonté au cours des siècles et le panneau montrant entre autres l'adoration des mages que vous avez ici se trouve à Berlin, ce qui est la preuve que j'insiste à vous y envoyer, ou en tout cas à vous inciter à y aller. Et si vous permettez, nous passons maintenant de notre point 3 à notre point 4. Nous avons donc vu la nouvelle définition de l'espace telle que Giotto l'avait exalté à Padoue, s'introduisant à Florence et y régnant en maître avec Masaccio. Il faut que nous progressions maintenant. Nous arrivons donc à notre quatrième artiste, et cet artiste c'est Uccello. Nous allons voir en effet, et tel sera mon propos, qu'avec Uccello, la leçon de Giotto et la sublimation de cette leçon par Masaccio va être reçue par Uccello qui lui ajoutera une dimension nouvelle, c'est la dimension de l'épopée. Jusqu'ici, vous avez vu des œuvres dont le discours est un discours au fond extrêmement serein. Les mouvements sont calmes, les compositions sont calmes. Il y a une très grande noblesse, aussi bien chez Giotto que chez Masaccio, mais cette noblesse est surtout, si vous le voulez, justifiée par l'immobilisme qu'aiment à peindre les deux artistes. Tandis Uccello, qui est un tout autre tempérament, va lui alors faire craquer tout ça, et vous allez voir au fond ces découvertes se mettre en mouvement, et alors avec quel sens du récit épique, chez Uccello. Donc quelques mots sur Uccello, comme je vous ai donné d'abord, quelques mots sur Giotto et Masaccio. Il ne s'appelle pas du tout Uccello, une fois de plus, il s'appelle Paolo di Dono. Uccello est un surnom. Il est né à Prato Vecchio en 1397. Il est mort, comme tout le monde ou presque, à Florence en 1475. Il faut que vous sachiez très rapidement qu'il a travaillé principalement à Venise d'abord, à Florence surtout, qui était alors là de façon absolue sa terre d'élection. Il a failli mourir à Urbin, mais par la grâce des choses, il est quand même revenu mourir dans sa bonne ville de Florence. L'épisode vénitien est peut-être assez intéressant, ne serait-ce que pour mieux goûter la révolution de Paolo Uccello. Il a travaillé à Saint-Marc, à peine sortait-il de son école des beaux-arts, si j'ose m'exprimer ainsi. Il sortait du grand atelier de Ghiberti et de la grande tradition des maîtres ornemanistes et orfèvres dont Ghiberti était le patron. Il est sorti donc de l'atelier de Ghiberti pour être engagé à Venise, où il a fait les cartons de deux des grandes mosaïques de Saint-Marc de Venise. Il a donc été cartonnier de mosaïste. C'est vous dire que son éducation avait été l'éducation d'un traditionnaliste, parce que les mosaïques de Saint-Marc, comme vous le savez sans doute, héritières de la grande tradition byzantine, sont très traditionnalistes. Donc il a vraiment commencé dans ce qu'il peut y avoir de plus immobile comme art, par définition. Il en a, je pense, que de plus de mérite d'avoir fait sauter tout cela pour inventer ce langage de la peinture que nous allons découvrir maintenant. À Florence, il a travaillé comme un fou, puisqu'on lui doit des œuvres fondamentales au Dôme, des œuvres fondamentales à Santa Maria Novella, et notamment la décoration du cloître, le fameux chiostro verde, le cloître vert. Il a travaillé à San Miniato al Monte, et il a même travaillé pour le profane, puisqu'il a été l'un des premiers artistes à être patronné, non pas par l'Église, mais par un mécène laïque. Ce mécène laïque, c'était Laurent de Médicis, dont je vous ai déjà parlé, mais surtout dont je vais encore vous reparler. Alors voyons maintenant l'apport de l'épopée sous le pinceau de Uccello.
Moi, je pense que vous voyez tout de suite, Uccello est un homme infiniment séduit par le théâtre. Je ne dis pas qu'il en a fait en amateur quand il était jeune, mais je veux simplement dire sa conception de l'espace est profondément scénique. Et il le montre, à mon avis, de façon extraordinaire dans toute une série d'œuvres dont vous avez là l'un des moments. C'est cette fameuse prédelle dite de l'hostie profanée qui se trouve aujourd'hui à la Galerie nationale des Marches à Urbain. Là, vous avez le moment où, en fait, une femme parjure est en train d'apporter à celui qui veut tenter une expérience de magie noire une hostie consacrée qu'il va mutiler, et puis ensuite, cette hostie va se mettre à saigner, et tout finira très bien, c'est-à-dire qu'on retirera les coupables à l'autre bout de la prédelle. Mais ce que je vous montre, c'est cette composition d'un espace fuyant des deux côtés, qui est exactement l'espace, appelons ça normatif, d'une scène de théâtre. Et il y a, c'est ça mon a priori, un amour du scénique extrêmement marqué chez Uccello. J'en veux pour premier exemple d'ailleurs quelques détails de grandes compositions qu'il fera pour le Chiostro Verde, le cloître vert de Santa Maria Novella, où il raconte l'histoire de Noé. Eh bien là, vous avez un détail de la confection de l'arche. Eh bien, regardez les personnages, ils travaillent vraiment, ils clouent vraiment, ils charpentent vraiment. J'entends par là que maintenant, le geste même, et on pourrait presque dire l'effort du geste, et presque parfois même le bruit du geste, sont extraordinairement mis en scène par Uccello, qui d'ailleurs du coup ne néglige aucun des détails, même pas les visages et les expressions de visage, comme par exemple ici, ce jeune charpentier qui s'est passé autour du cou, cette drôle de chose qui est simplement d'ailleurs un moyen pour Uccello de montrer qu'il a reçu les leçons de la perspective. C'est ce qu'on appelle un mazzocchio, c'est-à-dire une illusion d'optique parfaitement assumée par l'artiste. C'est une petite preuve de virtuosité qui était chez Paolo Uccello, parfois presque comme une signature au deuxième degré pour montrer l'extraordinaire habileté qui était la sienne. Je vous pique deux, trois autres visages, d'ailleurs sublimes dans cette histoire de Noé. Ce sont à chaque fois des comparses, si vous voulez, c'est-à-dire des utilités scéniques, des personnages qui meublent l'action, mais que vous vous rendiez compte, disons, de la beauté et surtout de la perfection des profils que Uccello met ici en scène. Cela en voilà un deuxième, voilà, ces témoins du déluge, dans les yeux desquels vous lisez à la fois l'inquiétude tout de même, mais en même temps cette sorte de certitude que Noé, c'est-à-dire Dieu, en fait, va les sauver. Et au milieu de tout cela, une figure qui est un titan véritablement, c'est Noé habité par la colère de Dieu, Noé habité par la prophétie de Dieu, que Uccello rend avec un côté presque wagnérien, me semble-t-il, qui nous montre une fois de plus cet amour du scénique qui est le sien. Seulement, naturellement, là où vous allez le mieux sentir l'épopée dont Uccello a le goût, c'est dans ces fameux trois tableaux de la bataille de San Romano. Alors j'y reviens 2 secondes pour vous rappeler que les 3 compositions ont été faites ensemble, bien entendu, pour un même espace, et cet espace était, selon les biographes, donc, l'alcôve de Laurent de Médicis. Ils sont restés dans cette alcôve jusqu'au début du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, ils ont été vendus en bloc et ont fait partie jusqu'en 1844 d'une seule et même collection privée florentine. Et puis, en 1844, malheureusement, Uccello montant, si j'ose m'exprimer ainsi, et surtout la famille descendante, je parle des propriétaires, ça a été dispersé dans les musées. Un a été gardé aux offices, un deuxième se trouve à la National Gallery de Londres, le troisième se trouve au musée du Louvre à Paris. Du coup, je ne vous ai pas amené une bataille, puis la deuxième, puis la troisième. J'ai piqué dans les 3 batailles des détails, puisqu'il s'agit de vous montrer, non pas les batailles, mais l'esprit épique qui habite Uccello. Alors, il y a naturellement les chefs, c'est-à-dire chacune des 3 compositions est, si vous voulez, axée sur la présence centrale de l'un des chefs d'armée. Ce sont les fameux Niccolo da Tolentino, etc., les spadassins de cette époque-là, et donc ils sont à chaque fois, comme celui-ci par exemple, l'axe même de la composition.
Et tout s'articule autour des chefs. C'est-à-dire que, autour de chacun des trois personnages, dans chacune des trois compositions, vous avez les deux armées, si vous le voulez, prêtes à s'écraser l'une contre l'autre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Uccello, au lieu de détailler chacun des personnages, comme l'aurait fait, je ne sais pas, un fresquiste égyptien du Nouvel Empire, par exemple, a justement assez ce sens, disons, du mouvement de foule, et j'irais même jusqu'à dire du mouvement scénique de foule, qu'il les compresse ensemble comme une machine de guerre. Ce ne sont plus des individus juxtaposés, c'est une seule et même force, presque un tank prêt à foncer. Et il utilise les armures, presque la soudure des armures, pour mieux marquer le caractère implacable et, on peut le dire, je crois, fatidique de ces armées en marche. Alors, je vous montre d'abord donc quelques détails de cet invraisemblable chaos d'acier, de métal, de lance et de bois, dans lequel et par lequel Uccello crée le tumulte même de la bataille. Ces guerriers sont presque des guerriers sans visage. Il n'y a guère que les quelques utilités que sont les fantassins dont on peut lire l'angoisse, la peur ou la résolution parfois. Ce sont vraiment, je le répète, des machines de guerre. Le vrai dramatisme, c'est-à-dire les vraies expressions, sont confiées par Uccello aux chevaux. Donc ça n'est ni le chef qui dirige la bataille, ni les chevaliers soldats qui autour de lui sont les robots d'acier de la bataille. Ce sont les chevaux qui véritablement expriment la passion, l'angoisse, la fureur de la bataille. Et vous savez qu'avec une audace de peintre qui n'appartenait qu'à lui et à Félix Vallotton, Uccello, une fois qu'on peut les lier les deux, Uccello n'a pas peur de peindre des chevaux rouges, des chevaux bleus, des chevaux de n'importe quelle couleur, de façon à mieux créer cette espèce de caractère visionnaire qui, en fait, habite les chevaux. Regardez, ce sont des regards fous que les regards des chevaux. Et ça aussi, c'est un effet scénique dont, par exemple, un Eisenstein usera abondamment lorsqu'il filmera les grandes batailles d'Alexandre Nevsky, par exemple. Alors, les chefs sont impavides, les soldats sont une masse d'acier, les chevaux sont fous. Où est le tumulte de la bataille? Eh bien, le tumulte de la bataille, c'est les drapeaux. C'est-à-dire que le côté déchiqueté des coups d'épée et des coups de lance, c'est aux drapeaux que Uccello les a confiés. Ces bannières rouges s'étendent à travers les trois compositions et elles sont tellement tordues, distordues et sanglantes que ce sont elles les véritables blessures, peut-on dire, de l'action. Et enfin, tout loin derrière, dans un paysage complètement visionnaire, disons-le bien, vous assistez aux marges du récit, un peu comme dans le Rouge et le Noir de Stendhal. Vous savez, tout se passe toujours dans les marges. Puis, une fois que Napoléon a passé, mais on s'en est même pas rendu compte. Ben, c'est un tout petit peu la même chose. Vous avez des marges absolument extraordinaires, où vous avez des fantassins qui fuient, d'autres qui arrivent, des renforts, des blessés, un qui est en train de tendre son arquebuse, et même dans la bataille des offices, vous avez des petits lapins dont personne ne le saura jamais pourquoi ils sont venus s'égarer sur un champ de bataille. Mais toujours est-il que ces détails que je voulais vous montrer étaient essentiellement réunis pour que vous voyiez l'extraordinaire sens de l'épopée qu'Uccello est capable de développer. Et il en donne comme l'aboutissement des aboutissements dans l'œuvre que vous avez maintenant sous les yeux, puisque cette œuvre est un monument funéraire peint au lieu d'être sculpté, pour l'un des plus grands soldats de cette époque, c'est le fameux Giovanni Acuto. Vous savez que Giovanni Acuto n'est pas du tout italien, c'est un Anglais. Il s'appelait de son vrai nom John Hawkwood, et Hawkwood a donné Acuto pour les Italiens, qui était loué au service des armées princières italiennes comme l'un des premiers de ces spadassins dont le 15e a fait ample consommation. Et arrivé au terme de sa vie, il a voulu, à Sainte-Marie-des-Fleurs de Florence, son tombeau, et Uccello lui a exécuté cette sorte de Marc Aurèle à deux dimensions, qui là aussi me paraît, par cette espèce de contre-haut très dramatique, d'un effet scénique extraordinaire, à la mémoire de celui qui a défendu les armes sa vie durant. Regardez là le détail étonnant de ce visage, qui est presque le visage d'un petit vieillard rigolard, mais sur l'admirable masse et de l'armure et surtout du cheval que vous avez vu se développer en dessous. Donc, nous étions, si je ne m'abuse, au point 4 avec Uccello, on fonce, pour arriver au point 5.
C'est-à-dire nous allons essayer d'assister maintenant encore au dépassement d'Uccello. Mais alors, là encore, vous m'avez bien compris, j'en suis sûr, je ne veux pas dire que Giotto c'était pas mal, mais Masaccio c'était mieux, Masaccio c'était pas mal, mais Uccello c'était mieux. C'est surtout pas mon but. Hein. Je vais vous montrer simplement comment se définit, encore une fois, cette sorte de sensibilité de la narration, et par là même de définition de l'espace, d'une année à l'autre, par les expériences accumulées par ces génies que sont respectivement Giotto, Masaccio, Uccello, et maintenant Piero della Francesca. Car en effet, Piero della Francesca a encore la rigueur de composition d'un Giotto, il a encore le monumentalisme d'un Masaccio, il a encore le sens de l'épique d'un Uccello, mais il est le premier à y ajouter ce dépassement disons, des données du quotidien qu'on va bientôt appeler l'idéal. Piero della Francesca essaye de baigner des scènes de bataille comme celle que vous venez de voir dans une sorte d'aura idéale, c'est-à-dire essayer de dépasser le quotidien pour arriver à cette notion fondamentale qu'on appelle, vous le savez sans doute, le sublime. Alors on va voir l'invention du sublime chez Piero della Francesca dans un instant. Je vous rappelle très rapidement quelques données sur lui. Pour une fois, il s'appelle vraiment Piero della Francesca. Il est né à Borgo San Sepolcro vers 1415 et lui traverse tout le 15e puisqu'il est mort à Borgo San Sepolcro, d'ailleurs avec une belle fidélité, en 1492. Nous savons qu'il a lui aussi travaillé dans toute cette Italie centrale, Ferrare, Florence, Rimini, mais surtout Urbino, pour lequel il semble avoir eu une sorte de connexion particulière. Je vous rappelle qu'il était en tout cas le peintre favori du maître de Urbino. Ce maître, vous le connaissez, c'est Frédéric de Montefeltro, dont nous avons déjà parlé la semaine passée, puisque je vous ai montré son palais. Si vous vous souvenez bien, nous allons retrouver maintenant d'ailleurs Piero della Francesca dans ces murs même du palais de Frédéric de Montefeltro. Les œuvres de Piero della Francesca sont rares, car les œuvres monumentales ont été en grande partie détruites depuis des incendies au XVIIe siècle jusqu'au désastre de la dernière et relativement récente guerre. Donc il n'y a pas un catalogue monumental d'œuvres, mais au moins son chef-d'œuvre absolu nous est parvenu. Ce chef-d'œuvre absolu, c'est la fameuse légende de la croix qui se trouve à l'église Saint-François, voilà, de Arezzo. Vous savez que tout l'abside de l'église avait été refait au premier quart du XVe siècle et que les Arésiens, peu contents du résultat, avaient fait terminer, mais surtout refaire cet ensemble par le peintre montant qui s'appelait à cette époque-là Piero della Francesca. Alors si vous voulez bien, nous allons partir tout de suite pour Arezzo et voir quelques détails. Alors vous voyez, on vient de quitter la bataille d'Uccello avec toute cette espèce de dramatisme strident. Je voulais vous montrer une bataille par Piero della Francesca. C'est un cortège vers la bataille, mais je pense que vous voyez tout de suite qu'il y a toute la science de ce jeu rythmique des jambes des chevaux qui crée le tumulte même d'une armée en marche. Il y a toute la science aussi, ça il faut que vous me croyiez sur parole, dans le port des lances qui crée aussi cette espèce d'agressivité d'une armée en marche. Mais il y a néanmoins cette sorte de filtre de l'idéal, cette sorte de dépassement de l'idéal qui fait qu'en fait, c'est moins strident, beaucoup moins strident sans doute, que le récit de Uccello. Piero della Francesca est par là même beaucoup plus renaissant en ceci qu'il obéit déjà à cette sorte de lumière divine qui est la lumière épique que les peintres de Florence notamment, et sous Botticelli notamment, amèneront à leur plus haut degré. Cette notion de sublime, je voulais surtout vous la montrer aussi par certains détails. Souvenez-vous, tout à l'heure, vous avez vu des visages. C'était les visages de quelques-uns des comparses de Noé dans l'histoire du Chiostro Verde sous le pinceau de Uccello. Nous avons pu voir ces visages infiniment expressifs et même certains infiniment dramatisés, comme ce Noé Wotan qui domine toute la composition. J'aimerais vous montrer que, tout au contraire, ou presque, chez Piero della Francesca, les personnages qui participent à une action, y participent avec une forme de détachement qui nous montre ceci. Ce ne sont plus tout à fait les humains, parce qu'ils sont promus au rang de héros, ce sont presque des demi-dieux. C'est déjà la peinture de Piero della Francesca, presque une peinture de demi-dieu. Et j'emprunte la plupart des détails à la grande composition centrale de l'histoire de la croix,
le double moment où la reine de Saba rencontre le bois miraculeux dans lequel beaucoup plus tard sera taillée la croix du Christ. Elle fait arrêter son train et s'agenouille devant ce fameux bois, la voilà d'ailleurs en recueillement devant le bois de la croix. Puis nous avons dans la même composition l'épisode suivant qui est l'arrivée de la reine de Saba au terme de son voyage devant Salomon à qui elle raconte l'épisode de l'invention du bois de la croix. Alors voilà d'abord dans un premier temps la reine de Saba. Voilà d'ailleurs tiré des marges, parce que je voulais aussi vous montrer un cheval et un écuyer, comme chez Uccello tout ailleurs, pour que vous puissiez vraiment sentir cette sorte de filtre de l'idéal dont je parlais tout à l'heure. Voilà donc l'un des écuyers de la reine de Saba, avec un cheval dont le regard est un regard aussi humain que seront les chevaux d'Andrea Mantegna, que nous découvrirons le 20, si je ne me trompe pas. Un peu plus loin, voilà la deuxième partie de la scène, qui est la rencontre de Salomon et de la reine de Saba. Et de nouveau, je vous demande de bien regarder cette sorte d'étrange dialogue entre deux êtres dont vous sentez bien, je pense qu'il ne s'agit plus uniquement d'humains, mais véritablement de héros, presque au sens grec du terme. C'est-à-dire on sent un caractère presque fatidique et par là même presque immortel, et dans la gravité de Salomon, et dans cette sorte de fragilité révélée de la reine de Saba. Autour d'ailleurs de ce couple, il y a des personnages admirables qui seront presque les modèles de tous les peintres du XVe florentin. En effet, cette élongation extrême du cou, cette façon très fragile de poser la tête sur l'assise même de ce cou, va être comme sublimée encore jusqu'à Botticelli ou à peu près. Et vous avez pour la première fois donc de ces créatures semi-divines qui sont les suivantes de la reine de Saba et les femmes de la cour de Salomon. Regardez celui-là, c'est pour en finir avec la légende de la croix, et avant de passer à d'autres Piero della Francesca, c'est certainement une des figures les plus hellénistiques que l'on voit apparaître dans cette première moitié du XVe siècle sous les traits d'un peintre moderne. Vous pouvez vous demander de qui il s'agit. J'aimerais vous demander quelle action vous pouvez imaginer qu'il est en train de célébrer. Vous pourriez penser à de la méditation, une composition musicale, peut-être même un dialogue amoureux. Eh bien non, mesdames et messieurs, il est froidement en train de flanquer un hébreu dans un puits. Il est le bourreau du supplice de l'hébreu. Alors je pense par là même vous donner la preuve la plus probante de ce besoin d'un filtre narratif issu du monde des dieux chez Piero della Francesca. Vraiment, tout est ici sublimé par cette sorte de lumière divine dont Piero della Francesca aime à baigner ses personnages. Je voulais vous montrer d'ailleurs quelques autres œuvres pour vous montrer d'ailleurs, ou pour que vous sentiez d'ailleurs aujourd'hui déjà combien Piero della Francesca est aux sources même de cet idéal que Florence développera. Par exemple, dans cette admirable Vierge à l'enfant qui se trouve aujourd'hui à Urbain, Galerie nationale des Marches, là aussi dans la gravité, mais en même temps dans l'humanité, pour pas dire l'humanisme du visage de la Vierge. Vous avez toute la préfiguration du sensualisme d'un Botticelli. Personnellement, permettez-moi de vous dire dès aujourd'hui que je trouve ça beaucoup plus beau que Botticelli, mais c'est une autre histoire. Hein. Et je voulais vous montrer combien sur ce même sujet, Piero della Francesca avait pu aller plus loin encore avec la fameuse Vierge d'Urbain, qui est certainement l'un des plus grands chefs-d'œuvre charnières de la Renaissance au XVe siècle. Vierge d'Urbain, qui a été commandée par Frédéric de Montefeld, que vous reconnaissez sans doute aucun ici à droite et en armure, assistant à l'adoration de la Vierge par les hommes de l'Église, pères de l'Église et docteurs de l'Église réunis autour même de la Vierge à l'enfant. Le tout admirablement lié par cette abside en conque et par cet œuf étonnant qui, au fond, sous-tend toute la composition. Vous connaissiez d'ailleurs déjà un tout petit peu de Piero della Francesca, puisque je crois que la semaine passée, j'avais eu l'occasion de vous montrer, je crois, un détail de ce tableau. Il a été commandé, et il a appartenu d'ailleurs à Frédéric de Montefeld. C'est cette extraordinaire flagellation du Christ dans lequel, alors, vous pouvez retrouver tout l'aspect scénique hérité de Uccello, puisque les personnages principaux de cette action sont tous ceux qu'on veut, mais certes pas le Christ, certes pas les bourreaux, et certes pas la colonne qu'il faut deviner à l'arrière-plan du tableau, à travers toutes les admirables horizontales, et des plafonds, et des plinthes, et surtout du carrelage du sol. C'est une œuvre
positivement bouleversante d'ailleurs que cette flagellation d'un Christ qui est si loin dans la composition qu'il paraît presque être immatériel, atemporel, c'est presque plus une apparition qu'une existence physique, en tout cas qu'une existence charnelle vraiment. Mais je ne pourrais quand même pas vous parler de Piero della Francesca sans vous montrer ce qui est certainement son œuvre la plus célèbre, c'est le fameux portrait de Frédéric de Montefeltro, qui non seulement est une œuvre célèbre, bien entendu, mais est aussi une œuvre clé, en ceci que pour la première fois dans l'histoire de la peinture renaissante, l'artiste a osé représenter son modèle comme un dieu, en ceci que, remarquez, apparaissant à une sorte de balcon, du moins on peut l'imaginer, Frédéric de Montefeltro est fabuleusement magnifié par rapport à un paysage vu à vol d'oiseau, très en contrebas, comme si véritablement il était lui dans une sorte de vol épique, bien au-dessus de l'humain. Ce procédé narratif ramenant le modèle au tout premier plan et créant ces paysages en percée infinie sera repris infiniment, mais sur la base du modèle même de Piero della Francesca. Je vais vous montrer un détail vu d'un peu plus près. On voit même les verrues du duc, comme vous pouvez voir. Comme je trouve parfaitement injuste qu'on ne montre jamais l'épouse, je vous ai amené l'épouse. Voilà donc la duchesse Battista Sforza. Un tableau peut-être plus ingrat, mais qui, dans la complémentarité avec son époux, crée une sorte d'harmonie, les deux regards perdus l'un dans l'autre. Et pour rendre définitivement justice à Piero della Francesca, je vous ai même mené le verso de ces deux tableaux, car vous savez qu'ils sont double face. Au verso, en effet, nous sont montrés les triomphes allégoriques du duc et de la duchesse. Voilà le triomphe du duc en armure comme il se doit, et d'ailleurs dans la même armure que celle de la grande Vierge à l'enfant du Brera que vous avez vu tout à l'heure, avec un ange, bien sûr. Et de l'autre côté, dans un même paysage de vallonnement, voilà le triomphe de la duchesse Battista Sforza, dont, comme il se doit pour une dame héritière de la tradition médiévale, le char est traîné par une licorne, symbole de l'absolue pureté. Vous pouvez voir ici les licornes et, bien entendu, l'amour qui traîne la duchesse vers le char même de son époux. Et aujourd'hui, donc, l'itinéraire, c'était de vous montrer cette sorte de modulation autour de la création d'un espace pour en arriver à cette sorte de paysage presque arcadien et parfaitement libéré dans lequel roulait comme librement, pourrait-on dire, le char du duc et de la duchesse. Et bien dans ce mouvement dynamique même du char, il me semble y avoir au fond tout l'héritage, d'une part de Piero della Francesca, c'est évident, mais derrière lui, et c'est ça à quoi j'espère avoir su vous rendre sensible ce soir, l'épopée de Paolo Uccello, la grâce de Masaccio et le monumentalisme de Giotto. Et bien au fond, c'est toutes ces grandes sources qui vont permettre la semaine prochaine que nous voyons ensemble l'éclosion de la Renaissance à proprement parler. Je vous remercie de votre attention.